Donc dans 3 quarts d'heure, nous arrêtons, puis nous ayons 3 quarts d'heure. Voilà. Donc, qui veut intervenir? Si quelqu'un le veut. Bonjour. Je voulais juste soulever la question de la vocation. Parce que je pense que ça rejoint plusieurs choses qui ont été évoquées. En particulier, déjà dans la distraction, qui, à mon avis, est souvent pour les enfants une question d'hyperconcentration, parce qu'ils sont plus concentrés intéressés par autre chose que ce qu'on leur donne, ce qu'on leur présente. Donc, ça débouche sur le désir d'apprendre qui a été ensuite développé. Et donc, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler vraiment, se concentrer plus sur une orientation des élèves vers un domaine ou une spécialité pour leur donner, les ramener à ce désir d'apprendre, éviter la distraction. Merci beaucoup. Les autres questions là. Bon, juste au-dessus. Merci. Je veux d'abord préciser que je suis en accord complet, c'est simplement un point que je voudrais ajouter. Je crois que c'est Jean-Hugues Barthélemy qui a évoqué l'idée de l'enseignant comme être de culture, avec une culture générale renforcée. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, mais il me semble qu'une des conditions pour que l'enseignant puisse répondre à cette définition, c'est que dans sa charge de travail, le temps de lecture, de formation soit inclus. Or, il faut constater que de nos jours, aussi bien la droite, François Sarkozy par exemple, qui propose de laisser les profs 25 heures dans l'établissement et qui, pour cela, propose de les corrompre par 500 €, mais pour accentuer leur prolétarisation, au sens défini par Bernard Stiegler. Je pense que ça va pas du tout dans le sens de cette définition, mais je dirais, hélas, on pourrait dire que les forces progressistes sont aussi, avancent cette idée. Je pense par exemple à Vincent Payon, il n'est pas le seul. Donc des forces progressistes défendent cette idée avec ce que j'appellerais des bonnes intentions ou des bons sentiments. Et il me semble, moi, que tant qu'on oublie de rappeler cette exigence de temps de lecture, eh bien, on défend finalement une cause obscurantiste qui renforce la prolétarisation des enseignants. Et je dirais, pour finir, que cette idée-là ne s'oppose pas nécessairement à un accroissement du temps de présence, mais c'est aussi une dimension qui doit être rappelée et qui doit être aussi incluse dans la charge du temps de travail. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Je trouve que la présentation qui a été faite est extrêmement complexe. Et surtout, elle est extrêmement fondamentale. Le fait de repartir de la construction du savoir est absolument nécessaire, par rapport à quoi les questions de pédagogie coopérative qui sont abordées parfois dans d'autres endroits sont, disons pas secondaires, mais un tout petit peu moins fondamentales. Ce que je voulais juste dire une chose, c'est par rapport à l'ouverture de l'université à des acteurs, entre guillemets, extérieurs, qui auraient un pouvoir de définir ou d'orienter des savoirs dans un sens bon ou dans un sens de dans un sens réellement pédagogique ou dans un sens de marchandisation. Il n'existe pas encore les lieux pour que cette discussion ait véritablement lieu. Elle se fait de manière très occasionnelle avec certains profs, certains responsables pédagogiques de licence ou de master en particulier. Elle est un tout petit peu impulsée par des collectivités territoriales, des conseils généraux ou régionaux, dans des dispositifs qui sont peu connus. Par exemple, faire intervenir un chercheur 40 heures ou un artiste pendant une quarantaine d'heures en 3e ou en 6e,
avec évidemment l'accord du professeur et toute la construction pédagogique que ça va impliquer en fait de faire intervenir un chercheur sur cette thématique de recherche pour l'organiser aussi avec les savoirs qui sont transmis dans ces classes-là. Voilà, mais je pense que ça il y a une petite dynamique qui n'est pas encore qui est malmenée en fait pour deux raisons. D'une part à l'université où en général dans l'éducation nationale il y a peu de capacité disons, enfin, c'est pas l'éducation nationale qui a l'autorité pour contracter avec des associations à l'extérieur, ça passe nécessairement par un pouvoir politique. Et puis, sinon, il y a la tendance très lourde de la professionnalisation et donc des raisons du marché dans l'institution. Merci beaucoup. Il y a une question ici, juste en face de moi, au troisième rang. Bonjour. J'ai une réserve à faire. Une réserve que je fais parce que c'est la deuxième fois que je suis amené à faire. Vous pouvez parler du forum? Oui, récemment, c'est Dubé, sociologue Dubé, qui vient faire une conférence sur l'enseignement. François Dubé. François Dubé. En général, devant en fait un grand groupe d'enseignants. Et alors, ce qu'on a vu, c'est qu'on déplorait facilement, et à juste titre, la baisse, le mauvais niveau d'enseignement, les problèmes qui se posent et qui s'accentuent, sous la forme d'un déficit qui se prolongeait. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a des forces, enfin, il y a des éléments qui ont des forces très fortes et qui nous viennent de la domination de l'économie, et que ce sont ces forces qu'il faudrait analyser avant de penser faire un diagnostic sur le problème, avant d'invoquer le pharmacon, même si le pharmacon c'est une façon intéressante et nouvelle d'aborder le problème de la solution quand on la pose d'une façon revendicative ou militante. Alors donc, tout ce qui fait, il y a au sujet du savoir toutes sortes de procédés qui font que le savoir, c'est pas quelque chose, ça n'est plus quelque chose de gai ou de savoir. Hein. C'est quelque chose, par exemple, on a cette idée dans le commerce, dans l'industrie, le bon savoir, c'est celui que les autres n'ont pas. Comment voulez-vous faire, par exemple, de la transmission avec des trucs comme ça, hein? Et puis, quand vous avez eu une éducation libérale dans les conditions telles qu'elles ont été réellement dans les 4 dernières décennies, vous ne fabriquez pas des gens qui ont une libido chandée. Vous fabriquez des assujettis à la gondole de caisse et qui deviennent des sujets qui vont révéler, à qui on demande de rêver d'être des Césars à travers le système financier, par exemple, ou être capable de s'adapter en fonction de leur capital d'origine, à des moyens plus longs, comme on dit maintenant, on dit plus difficile, on dit compliqué, et effectivement, il faut des chemins tortueux, quand on a quelque chose à faire avec une idée physique, mécanique, électronique, une idée partielle, en quelque sorte, d'arriver à devenir Bernard Arnault. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là, ce ne sont pas, il me semble. Par exemple, moi j'ai raté quelque chose, puisque je n'ai pas le petit livre, mais je suis en train de lire le vôtre aussi, c'est-à-dire État de choc. Et vous considérez comme acquis, par exemple, que la financiarisation a gagné, quoi. Non, pas du tout. Non, pas d'accord. Au contraire. Bon, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de... Vous êtes à quelle page Je fais ce que je fais. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Qui veut la... Oui. Adrien. Oui, Adrien. Juste quelque chose. Alors déjà, j'invite Christian à lire un article que j'écris sur le crétin learning par rapport au e-learning. Effectivement, tous les e-learning ne se ressemblent pas. L'enseignement que je donne à l'université s'appelle ingénierie avec blended learning, que tu dois connaître, donc de la formation mixte. Et j'essaye dans un master qui avait commencé pour être du crétin learning, donc le learning production à vendre si possible aux grandes entreprises de plus de 10 000 personnes. J'essaie d'intégrer des éléments dont on parle ici, car l'une de mes activités, justement, c'est l'enseignement de la réintégration, on va dire, non idiote de la distance à l'intérieur de ce que j'appelle la proximité, parce que la présence peut être aussi à distance, et l'absence peut être aussi en proximité. Et utiliser les termes de présentiel et distanciel, c'est un petit peu stupide, je pense. Et la deuxième formation est la formation dans laquelle j'enseigne rien. Et je voulais juste dire que les trois concepts, monsieur, savoir, instruire et apprendre, sont des concepts très différents. Car aujourd'hui, l'apprentissage, et on en parle en Europe, un petit peu partout, sur cette notion très galvaudée de valoriser les apprentissages non formels ou informels. Aujourd'hui, on a une théorie qui s'appelle la théorie de l'apprenance, et les Québécois parlent aussi du s'apprendre, qui renvoie à de l'apprentissage décalé de l'instruction. C'est le fameux triangle pédagogique d'ailleurs, le savoir, l'enseigner, l'enseignant. L'enseignant peut tourner en boucle et en rond. L'enseigné, notamment dans les territoires numériques, peut tourner en boucle et en rond. Mais il peut y avoir des progressions intelligentes, ce qu'on appelle des progressions de l'apprenance, et c'est à ces moments-là que je pense l'apprenant doit savoir se mettre en relation avec un savoir et donc avoir une réflexion sur qu'est-ce que est le savoir, mais aussi, quand il le recherche, ou quand on lui impose, une réflexion de donc de la part du corps enseignant, de qu'est-ce qu'instruire. Si nous mélangeons dans notre réflexion l'ensemble des concepts, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Car les territoires de l'apprendre aujourd'hui sont multidimensionnels. Et le rôle de l'école, c'est quoi? J'en ai discuté récemment avec Philippe Mérieux. Est-ce que c'est une reterritorialisation? Et alors, si on dit oui, reterritorialiser, quoi? Est-ce que c'est le savoir? Est-ce que c'est l'instruction? Est-ce que c'est l'apprentissage? Est-ce que c'est les trois? Je pense qu'il faudrait approfondir justement dans l'optique de ce qui nous réunit ici, ces éléments. Parce que je crois que aujourd'hui, il y a nécessité effectivement de réinstitutionnaliser, de réterritorialiser, mais je pense qu'on n'est pas encore clair sur qu'est-ce qu'on veut réterritorialiser et qu'est-ce qu'on veut réinstitutionnaliser. Donc il faut encore, je pense, approfondir. Merci. Oui. Je peux me poser une question? Je suis juste... je voulais vous dire, j'ai été passionnée en tant que formatrice. Donc, je suis une formatrice de base, je dirais, dans une école privée. J'enseigne le français aux étrangers. Et, à tout point de vue, je pense que votre réflexion peut m'aider dans ma pratique. J'ai été très attentive, mais je dois avouer que j'ai été un peu distraite par le fait que face à moi, il y avait une tablée d'hommes, et que par moments, vous m'avez donné l'impression d'être les apôtres d'une nouvelle religion. Et c'est sûr que je m'appelle Marie. Voilà, donc c'était un petit peu la question que je voulais vous poser, si c'était un hasard ou une nécessité. C'était seulement des hommes face à moi, face à nous. Merci.
Et encore, on a un jeune, ce coup-ci. Oui, j'ai remarqué que vous avez quand même fait un effort par rapport à ça. On a un groupe de quadragénaires démagogiques. Il y a d'autres personnes. Et je voudrais commenter un petit peu sur l'aspect historique des inventions. Je me souviens que lorsqu'on a implanté les maths modernes, il était question de deux choses, les maths modernes elles-mêmes et l'historique des maths par ailleurs. Ça n'a pas été fait, l'historique des maths, donc on a eu le résultat qu'on méritait. Je suppose que les sous étaient pas là, ce qui s'est passé. Je voudrais aussi insister sur l'aspect central des mathématiques pour ce qui est de la fusion des cultures, je veux dire artistique, littéraire et scientifique, et notamment aussi de l'aspect central des mathématiques quant au système de domination dans lequel on est. Ce qui est un tout petit peu étrange parce que les mathématiques sont nées en Grèce, terre de la démocratie par excellence, et que c'est un avantage important pour la domination puisque par essence tout le monde peut comprendre, on va d'évidence en évidence comme disait un copain, et donc si on ne comprend pas c'est qu'on est vraiment con. Ce qui justifie qu'on ne puisse pas discuter avec des gens qui sont passés par les grandes écoles, qui sont très forts en mathématiques, polytechniques, etc. Je suis prof de maths d'origine. Donc on a vu aussi les mathématiques introduites comme façon de sélectionner les gens à entrer en métier, il y a longtemps, je me souviens encore de ça. Et je pense qu'on pourrait appeler l'enseignement des mathématiques de manière générale, après Stella Baruch, quelque chose comme le World Wide Wreck, c'est-à-dire le grand désastre mondial. Cette situation est voulue. Pourquoi elle est voulue? Parce que tout ce qui est produit dans cette société, c'est nous qui produisons, on a tous autant de moyens. Et pour que ça soit désirable, il faut d'une certaine façon qu'on l'ignore, que ça nous apparaisse comme magique dans la vie. Donc il est nécessaire, pour fabriquer des consommateurs, d'avoir des prolétaires. Sinon ça ne fonctionne pas. Il faut pouvoir désirer ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ignore. Oui, ce qu'on ignore. Bon, j'aurais mal d'autres choses à dire, mais ça suffira pour l'instant. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai été au départ un peu ému, parce que j'avais eu l'impression que c'était un peu la rentrée des classes. Tout le monde se regardait, on est tous là, une forme de désorganisation. On compte un peu, comme si on comptait un peu tous ceux qui... Est-ce que tout le monde était là, quoi. Et j'aime bien ces petits moments-là. Donc, oui, ça s'appelle les forces vives, il y a quelque chose d'insaisissable. Alors, on a parlé donc de l'école. Je n'ai pas lu le livre, je suis désolé, je le lirai. Je lis beaucoup de livres, mais celui-là, je ne l'ai pas lu, désolé. Peut-être plus tard. Je reporte toujours. C'est toujours désirable. Et désiré. Bon, je l'ai dit. Ce qu'il y a, c'est... quand on parle de l'école, et on parlait de territoire, et on parle de l'école publique, j'aimerais amener un contrepoint. Moi, je n'aime pas qu'on identifie l'école. J'ai toujours envie qu'il y ait une part de mystère, de ne pas identifier. Je crois qu'il y a les choses, l'école est locale, et qu'il y a différentes écoles. Et que je préfère qu'elles soient localisées que globalisées. Et donc, on pourrait croire que ces différentes écoles, on les voit tout de suite comme une forme de résistance. Non, je pense que voilà, c'est des formes de subjectivité. Et je suis très attaché aux subjectivités. Bon, il y a aussi des intersubjectivités, mais avant que l'intersubjectivité puisse se faire, il faut de la subjectivité. Donc, moi, je préfère... on parle de l'école, mais en fin de compte, oui, comme un mythe. C'est même un détournement.
dans ce qu'on dit quand vous parlez de l'école. En réalité, j'ai l'impression, et tant mieux, on détourne le regard pour ne pas regarder ce qui est précieux, pour peut-être le protéger, parce qu'on le sent en danger. Continuer ce travail de l'heure pour protéger l'essentiel. Merci. Oui, bonjour. Mon intervention, c'est plus sur quelque chose qui peut paraître un peu de bon sens ou voire un peu cliché, mais ça me paraît important de le dire par rapport à l'état du savoir à l'ère numérique. Donc c'est lié à la question du désir du savoir, justement, la libido, ce qu'on dit. Il me semble quand même que le désir naît aussi du manque. Donc il y a une forme de faim, d'appétit, il faut qu'il y ait un manque. J'ai un ami psychanalyste qui me disait que les jeunes d'aujourd'hui, il leur manque le manque. Et donc, le numérique, justement, c'est un de ses effets pervers, je dirais, c'est qu'il est du côté du plein. De la totalité, même. Quand on voit Google, c'est la totalité du savoir, ce qui est en ligne donc, le désir de se savoir, de ce point de vue-là, au sens psychologique d'un apprenant, d'un individu, d'un jeune, est-ce qu'il ne court pas le risque d'être étouffé, d'être épuisé avant même de s'accomplir, d'avoir lieu? Étant donné donc qu'aujourd'hui la totalité du savoir humain, et c'est ce qui est une révolution absolument radicale, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité, la totalité du savoir humain peut être disponible d'un clic. C'est Wikipédia, donc les enseignants connaissent ça, et les jeunes qui vont prendre quelque chose pour faire un dissert sur Wikipédia. Donc là il y a une mutation qui n'a pas été encore, ça dit et redit, on sait ça, mais qui n'a pas été encore pleinement pensée, c'est assez récent finalement. Donc voilà, je vous entends là-dessus. Merci. Oui, Vincent Puig. Je vais revenir sur le principe de prolétarisation qui est cher à Ars Industrialis, qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous, pour d'abord faire un mandat honorable, parce qu'en tant qu'institut de recherche et d'innovation, nous faisons aussi face à cette question-là, et nous ne sommes pas à l'abri de prolétariser dans certains cas les enseignants avec qui nous plaçons peut-être la barre trop haut, en leur proposant trop de solutions, trop d'outils logiques. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce propre danger de la prolétarisation qui est palpable dans les interventions que certains laboratoires très avancés peuvent faire. Donc c'est aussi vers toi, Victor, que je m'adresse. Attention à ça. Nous anticipons peut-être trop vite des usages du numérique qui sont pas sans risque de prolétarisation des enseignants avec qui nous travaillons. Donc ça, il faut être vigilant là-dessus. Et le deuxième point qui me semble sensible actuellement, j'en parle parce que je suis en train de préparer des réponses aux appels d'offres du Grand Emprunt sur les espaces numériques de travail, donc dans le cadre des appels que le gouvernement a passés sur ce qu'on appelle l'e-éducation. Et on voit bien que la question de la contribution est heureusement revenue au centre du débat, mais je rappelle aussi qu'on revient de très loin, puisque la plupart des espaces numériques de travail sont encore aujourd'hui des contre-exemples par rapport à ces questions de collaboration, notamment dans la mesure où ils ont totalement placé la question sous l'angle de l'individualisme, c'est-à-dire en gros, on donne un compte personnel à l'élève, on considère l'interaction sociale de manière totalement individuelle, bref, on n'est pas du tout, et encore très loin, de ce que à l'IRI on appelle de nos voeux, c'est-à-dire vraiment des vrais réseaux sociaux collaboratifs et collectifs, où le travail en commun, le travail collectif est mis en premier avant la personnalité numérique, individuelle, qui serait finalement un héritage de Facebook, malheureusement, mais aussi sous la domination et l'influence de ce modèle-là. Donc j'ai l'espoir que dans ces prochains appels d'offres, qui sont très importants, très stratégiques là, actuellement, il y aura des propositions pour aller vers des vrais espaces numériques de travail collaboratifs et non pas des transpositions du modèle individualiste qui nous vient notamment des réseaux sociaux généralistes tels que Facebook. Merci. Je vais vous poser une question concernant la transdisciplinarité dont vous avez parlé. Est-ce que chez Ars Industrialis, on envisage de réfléchir aussi éventuellement avec des gens qui viennent du marketing ou sont-ils accrédités ?
Merci beaucoup pour cette très bonne question. Je vous propose qu'on s'arrête là. On pourra y revenir tout à l'heure. Il y a encore une question. Quelqu'un? Il y a beaucoup de questions. On essaye de s'arrêter dans 10 minutes parce que sinon après on va. C'est une question difficile à formuler pour moi, hein, parce que je suis quand même intrigué, je lis vos livres depuis 2005, je les ai découverts à l'université de Brasilia quand je travaillais au Brésil. Il y a, je crois, une professeure qui a traduit un de vos textes là-bas. Mais c'est la question, on parle très peu du geste. Et finalement, on parle donc très très peu de la question des échelles dans tout ça. Et donc, très très peu de l'imaginaire. C'est une question complexe à traiter maintenant. Moi, je viens de passer 15 ans, en fait, à tenter de faire des lieux d'apprentissage dans les universités où les jeunes étudiants de l'université devaient déconstruire les objets techniques. Donc, ils cassaient les ordinateurs, on recevait des camions de déchets et on reconstruisait des systèmes, on créait des grammaires et on recevait dans ces espaces qui s'appelaient studios d'art et de programmation des enseignants du secondaire. Et les étudiants qui faisaient le semestre, c'était un cours à option, pouvaient ensuite gagner quelques crédits de plus en allant dans les lycées avec moi et mes assistants, ce qui conduisait ensuite des petites équipes d'enseignants du secondaire à aller avec les adolescents dans les écoles primaires. On avait donc un système de triangulation, de traduction. Et tout cela, ça a conduit évidemment à une longue réflexion théorique qu'il m'est pratiquement impossible de publier. C'est-à-dire que j'ai dû finalement retourner dans mon atelier d'artiste, alors que j'ai une formation à doctorat en physique, donc j'ai toute une alternance entre l'atelier et le labo. Mon atelier a été à la Bastille pendant une quinzaine d'années, tout ça. Il est ensuite reparti aux États-Unis, puis il est allé au Brésil. Mais je constate une très très grande difficulté pour l'artiste qui finalement se confronte à la matière, et forcément à la matière dans le rapport d'aujourd'hui, qui est aussi bien nano que intergalactique, hein. Si on a l'imaginaire des échelles, eh bien, quelqu'un qui a ce statut se trouve désarmé face à la logorée de l'interprétation et de l'évaluation. Et donc le geste ne passe pas à travers les mailles du système d'évaluation. Ça, c'est une question. Je vais revenir de Bruxelles pour vous la poser. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. Une question très brève. Quand on parle des enseignants, on dit toujours que leur temps d'accès à la culture fait partie de leur travail. Mais est-ce que ce n'est pas mal poser la question? Est-ce que ce temps d'accès à la culture ne fait pas partie du travail de tout le monde? Bravo, monsieur. Ah ben bravo, alors là, franchement, c'est la... On devrait s'arrêter sur votre réflexion, cher monsieur. Bonjour, je suis le président de l'association des professeurs de lettres et j'enseigne moi-même à Dreux, en zone sensible, en lycée. Personne n'a oublié qu'on est censé s'assurer de la vérité d'un fait avant d'en chercher la cause, et vérifier que l'attend les deux avant de t'expliquer pourquoi. Or, il y a un a priori qui, moi, ne me paraît pas du tout une évidence, c'est que c'est justement l'absence de désir d'apprendre chez les élèves. Et moi, en tout cas, j'ai l'expérience du contraire tous les jours. Il y a des élèves qui sont censés, selon vous, ne s'intéresser à rien, puisque précisément, ils ne viennent pas de milieux dont la famille les aurait déjà initiés à la culture. Mais ce qui m'étonne le plus dans cette affirmation, c'est que quelqu'un a parlé de refus d'héritage. Mais pour savoir s'il refuse l'héritage, il faudrait déjà qu'il y ait un héritage à l'école. Or, on ne leur propose aucun héritage. Les deux matières patrimoniales par excellence, que sont l'histoire et les lettres, puisque statutairement il n'y a pas de professeur de français en fait, il y a des professeurs de lettres, ont été vidés de leur contenu. Et justement parce que on enseigne non pas l'histoire de France et non pas la littérature française, mais les méthodes de l'historien et les méthodes de la critique littéraire. Justement parce que l'on préfère montrer comment savoir se construisent plutôt que de présenter les savoirs eux-mêmes.
Donc il faudrait déjà rétablir, qu'il y ait de nouveau une transmission au sein de l'école pour savoir si les élèves effectivement refusent cette transmission, ce qui n'est pas évident. Quoi qu'il en soit, personnellement, je ne vois pas comment je pourrais avoir envie de manger un gâteau qu'on ne m'a jamais fait goûter, qu'on ne m'a jamais montré, ou dont on ne m'a jamais parlé. Simplement, on m'aurait juste évoqué les recettes pour le fabriquer. Donc je crois qu'avant de savoir comment ressusciter la ludoscientie, il faudrait peut-être ressusciter le savoir à l'école. Merci. Qui d'autre? Après, ça restera la dernière question. Juste un mot, justement. Je ne m'étais pas concertée avec mon voisin, mais justement sur ces a priori par rapport à la jeunesse, en gros, de jeunes qui n'auraient plus envie de savoir, je pense qu'il y a une question quand même à se poser, parce que face à ce plein, face à ce rapidement atteignable de ce numérique, je pense avec la rapidité avec laquelle on voit les jeunes aller vers une somme de savoir, cette inquiétude de ces jeunes qui ne seraient pas curieux, qui seraient pas, de cet a priori, voilà, qui ne serait pas appétant, elle me paraît un peu curieuse. Je pense qu'il y a vraiment peut-être que c'est parce qu'on n'appréhende pas forcément la rapidité. On a l'impression qu'ils sont un petit peu en système divergé. Ils sont dans une appétence multiple. Effectivement, ils ne savent pas exactement quelle est la recette du gâteau, mais en même temps, ils ont envie de plein de choses. Donc, c'est cette question de la rapidité qui me fait question. Attends. Excuse-moi,